Bonjour à tous, nouvelle vidéo spéciale car chaque jour est spécial en quelque sorte. Et avant de commencer, on va raconter l'histoire de Peter Parker pour les plus imbéciles d'entre nous. Peter Parker, orphelin à l'âge de 6 ans, est élevé par son oncle et sa tante, Benjamin et May Parker, et quelques années plus tard, Peter a été mordu par une araignée radioactive, et par la suite, il va développer des pouvoirs comme une guérison surhumaine, plus d'agilité, plus de force, et tout un toit de super-héros basiques, et des toiles d'araignée qui peuvent sortir de son corps. Mais il va devenir vraiment Spider-Man quand il va voir son oncle Ben mourir devant ses yeux, et c'est à partir de ce moment-là précis qu'il devient réellement Spider-Man, et tout ça pour venger son oncle. Et dès qu'il aura réussi à venger son oncle, ou ne pas venger son oncle, je ne sais pas, à vous de voir, bah c'est à ce moment-là qu'il va vraiment devenir super-héros et qu'il va écouter les paroles de son oncle, qui est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et oui. Et maintenant que vous savez qui est Peter Parker alias Spider-Man, maintenant on va parler un peu des créateurs. Et oui. Déjà pour la création de Spider-Man, c'est pas Stan Lee qui a vraiment créé Spider-Man, hein. Il a participé à la création, mais c'est pas lui qui a tout fait tout seul. Déjà, il y a Joe Simon qui est déjà éditeur, scénariste et dessinateur, qui a déjà le comics Black Cat, tout ce Spider-Man, mais pour créer Spider-Man, il a travaillé chez Harvey Comics. Il a travaillé parce que la boîte a fermé depuis, hein, en 1994. À cause d'un rachat, mais bref, ça, c'est pas nos problèmes pour aujourd'hui. À cette époque-là, elle avait déjà des idées de Spider-Man, mais ça s'appelait pas vraiment Spider-Man pour l'instant, mais je vous dirai ça après plus tard. Et pour le dessiner, il a demandé à Sissy Beck. Non mais attends. C'est qui encore lui, Sissy Beck alors... Très bonne question. Du coup, Sissy Beck, c'est un dessinateur et scénariste qui a fait Captain Marvel, et avec une autre personne qui est Bill Baker. Hein. De toute façon, la plupart du temps, ils seront toujours plusieurs à refaire un personnage. Hein. C'est très rare, ou j'en ai pas beaucoup vu qui faisaient des personnages tout seul. Mais bon, je vais pas détailler tout sa vie parce que tout le monde s'en fout de toute façon. Non, mais moi ça m'intéresse, je veux savoir, c'est qui Sissy Beck. Comme je disais que ça intéresse personne, du coup je vais continuer. Il a demandé à Sissy Beck de dessiner, mais comme ça intéressait personne, bah la boîte de production a refusé. Voilà. Sous dans le temps, en 1959, Jack Kirby a demandé de travailler en tant que dessinateur à Archie Comics. Jack Kirby qui est dessinateur, scénariste et encreur, hein, dans la vie de tous les jours. Oh bah putain, mais il est fou le con, moi je vous le dis. Ouais, c'est vrai. Et du coup, il appelle le dossier de Spider-Man, il crée un personnage qui s'appelle The Fly, mais à partir du numéro 2, il quitte la boîte. Devinez où il va, on se demande tous où il va par la suite, hein. Mais vous entendez crier, hein, je vous entends, il va chez... Marvel. Et oui, il va chez Marvel, hein, voilà. De toute façon, c'est pas une surprise pour grand monde, mais il va chez Marvel. Et en 1969, il s'inspire de The Fly pour créer un super-héros digne de ce nom, un super-héros qui va avancer le monde, qui va changer le monde, qui s'appelle Spider-Man. Exactement, hein. Et par suite, il a pris toutes les idées de The Fly, hein, pour en faire Spider-Man, hein, voilà, il s'est pas cassé le cul, toutes les histoires, tout, voilà, hein, voilà. De toute façon, moi aussi j'aurais fait pareil dans tous les cas, donc, hein, y a pas à critiquer, hein. Mais c'est pas lui qui a fait tout ça, hein. Il a proposé à Stan Lee de s'occuper de ce super-héros, et c'est Stan Lee qui a proposé le nom de Spider-Man. Et par la suite, il a proposé de faire une histoire de 11 pages que Stan Lee a confiée à Steve Ditko, et là, vous vous demandez, c'est qui Steve Ditko? Mais du coup, c'est qui Steve Ditko? C'est très simple, il est scénariste, dessinateur, encreur, c'est tout ce que ça va savoir. Et merci pour cette explication. Et pour la version française, parce que je suis français, hein, voilà, pourquoi je me regarde bizarrement, c'est été créé en 1969 par l'édition Lug, hein, dans la catégorie fantastique. Waouh, fantastique. Comment tu parles? Et en 1971 dans Strange. Maintenant qu'on a fini la partie des créateurs, maintenant on va parler de Spider-Man et ses origines. Mais du coup, pour les origines de Spider-Man, vous savez que à la base, il devait rejoindre les 4 Fantastiques, mais il l'a pas vu parce qu'il a vu qu'il était payé en tant que super-héros. Comment ça en tant que super-héros? Oh, aussi, il va pas se casser les couilles à travailler, qu'est-ce que ça vit pour 1002 aussi, hein, c'est un super-héros, attends, et il survit aux explosions, attends, et... Ouais, c'est vrai.
Mais du coup, il y a Marie-Jeanne qui le savait déjà, mais qui avait du temps pour lui dire. Et il y a 9 ennemis à lui qui sait qui est Spider-Man, comme le Bouffon Vert, Venom, Norman Osborn, le Caméléon, le Chacal, le Judas Travers, Harry Osborn, même si c'est compliqué, et il y a aussi Dr Octopus, et il a fait épouser la tante de... Devinez qui? Spider-Man, bien sûr, bah oui, c'est logique. MDR quoi? Bon, je vais continuer, vu que je vois que ça intéresse beaucoup de personnes, donc c'est parti. Donc du coup, il y a Kraven le chasseur, le chat mort, mais en fait on va y aller directement, je vais vous dire tous les personnages d'un coup. Comme ça, ça nous fera moins chier et on passe à autre chose. Daredevil, George Tessil, le reporter de Breivik, et il y a aussi ses collègues les Vengeurs qu'on verra dans les prochains films Marvel. Il y a les 4 fantastiques bien sûr, hein, c'est les Lamblers, Emma Frost, Cyclope, Kitty Pryde, Magneto, Vive Argent, Miss Hulk, et Miss Marvel bien sûr, et oui bien sûr, hein, je suis le meilleur, ça je sais, tout le monde le sait, vous le savez, je le sais, donc voilà, hein. Et passons à la suite. Emma Frost. Emma Frost, Cyclope. Bon, merci pour ces infos qui j'ai pas demandé, hein, mais voilà. T'aurais pu plus préciser, mais bon, pas grave. Waouh. Faut le mettre dans la vidéo ça. Je te jure. En parlant des ennemis, on va parler des plus féroces, les plus chiants, les plus gros, gros, ceux qui veulent du sang. Wow. Du coup, pour le méchant numéro 1, on va parler des méchants qui ne sont pas apparus dans les films, hein, voilà, sinon ce serait moins intéressant, voilà, c'est logique, en tout cas j'espère que c'est logique. Donc, commençons. Du coup, c'est Morlun qui est dans la Terre numéro 1 parce qu'il y a plusieurs univers, plusieurs mondes parallèles dans Spider-Man, en tout cas dans l'univers de Marvel, hein, de toute façon, on le voit bien dans les derniers films. Donc lui, il se nourrit de Spider Totem. Attends, mais du coup, c'est quoi Spider Totem? Eh bien, calme-toi, mec, j'allais te le dire, mec, attends, calme-toi. Du coup, c'est très simple, c'est les Spider-Man de plusieurs univers, hein, voilà. En tout cas, je crois, hein. Et si vous savez c'est quoi, mettez-le dans les commentaires, hein, ce serait cool. Ouais, si frérot, hein. Merci, hein. T'inquiète, c'est normal, c'est très simple. Du coup, je disais qu'il se nourrissait de Spider Totem et qu'il part d'univers en univers, hein, comme ça, tout seul, pour jusqu'à là, rien d'anormal. Et du coup, il se balade en famille, hein, de toute façon, comme on dit, hein. Eh ben, je sais pas. Et pour le numéro 2, on va parler de Carnage. Et oui, il est déjà sorti le film, hein, mais normalement la vidéo devait sortir bien avant, donc voilà. Et comme vous l'avez vu dans Venom 2 pour certains, hein, et ceux qui n'ont pas vu, bah c'est pas une grande perte, hein, de toute façon. En gros, Carnage, c'est un Cébot qui a pris en tant que hôte Cletus Cassidy, parce que oui, les Cébots ont besoin d'un hôte, parce que sinon, blablabla, il meurt, et bref, voilà. Et Cletus Cassidy était un meurtrier qui a eu une enfance très difficile, et blablabla, et blablabla. Et du coup, comme une défense difficile, bah il tue tout le monde. Ouais, trouve des choses nouvelles là, parce que voilà, Oui, casse pas les couilles, hein, s'il te plaît, voilà, bref. Ouais, bon les gars, moi je dis ça pour vous dire les gars, hein. Après quand toutes les histoires vont se ressembler, vous allez voir flou après, hein, ça va leur se bien. Alors, Cletus Cassidy est un meurtrier qui a assisté à la mort de sa mère par son père, et c'est comme ça qu'il est devenu meurtrier. Mais attendez une seconde, j'entends dire quelque chose que tout le monde s'en bat les couilles. Donc, passons au numéro 3. Et pour le numéro 3, on va parler du Carillon, qui était un prof d'université qui est devenu un super vilain, qui a créé un clone de lui-même et qui a été laissé de côté pour se développer. Après la mort de Warren, qui est le nom de Carillon, le vrai prénom de Carillon, le clone a continué à se développer et à se transformer en cadavre ambulant. Du coup, il a accusé Spider-Man, hein, parce qu'il pensait que c'était lui le coupable, alors que pas vraiment, hein. Et du coup, par la suite, il réussit à capturer Spider-Man pour en faire un clone qui s'appellera Spider-Man à Moeba. Pour tuer Spider-Man, Spider-Man a réussi à s'échapper du laboratoire et le fit exploser avec... Ta gueule. Putain, il casse les couilles lui. Ta gueule. Spider-Man a réussi à s'échapper du laboratoire qui a explosé avec Spider-Man à Moeba. Et pour ses pouvoirs, il a plus de force, une guérison, une vitesse et une durabilité. Il peut réduire la densité de son corps pour devenir pratiquement intangible. Et il peut aussi désintégrer la matière organique, en cendre tout simplement en la touchant. Également aussi le pouvoir de télépathie, tout le monde pourrait avoir ça, ce serait incroyable, moi aussi je veux. Il a aussi le pouvoir d'auto-lévitation, de télékinésie de la matière organique. Oui, moi aussi j'ai pas compris. Mais... Ah putain, il est chaud putain, hein. Heureusement qu'il est pas dans le film. Et c'est tout pour ses ennemis, et les plus intelligents d'entre vous se diront, mais comment il fait pour battre ses ennemis?
Et du coup, comment il a fait pour battre tous ses ennemis? Ah, je vais te le dire sans te le dire, donc let's go pour les costumes. Alors pour les costumes c'est très simple, on va faire pareil que les méchants, sauf que là on va prendre 5 costumes. Alors ce costume c'est le costume de la pauvreté, hein. Tu peux pas faire plus pauvre que ça, voilà. Pour cette histoire c'est très simple, hein. Comme il a été séparé de son symbiote, bah il était sans costume, hein, voilà. Donc il a fait appel à la torche humaine. A.K.A. Johnny Storm, A.K.A. Johnny, A.K.A. Storm. Wow. Wow. Attends, on recommence. Du coup, il lui laisse un costume des 4 fantastiques plus un sac en papier en tant que costume. Mais du coup, c'est un fils de pute en gros. Et il a lavé ça quand il devait laver son costume, hein, et malheureusement il devait sauver le monde, donc bah il a bien fait ça. Surtout si c'était moi, ça marcherait pas comme ça, hein. Et aussi, la toute première apparition du costume de The Amazing Spider-Man apparaît dans le hashtag 82 de mars 1970. Oui, on n'était pas nés, hein, mais bon. Du coup, on va passer à du sensationnel, du métal, va te faire enculer. Du coup... tu fais du bruit. Du coup, on va passer à du sensationnel, du métal, on va passer à la Spider Armure. Et bah c'est très simple, afin de combattre les enforcés, il créa cette armure, qui sont des ennemis de base de Spider-Man, hein, voilà. Du coup, il confectionna cette armure tout seul, hein, qu'il a fait dans le laboratoire du State University Building. Du coup, il créa son armure dans l'Empire State University Laboratory. Et grâce à cette armure, il baisse en agilité, mais il peut résister aux balles. Mais a été très vite détruit parce que il perdait un combat à l'acide. Et la recréa pour l'améliorer par la suite, et sa première apparition en VO, c'est sur le The Amazing Spider-Man numéro 329, et version française dans le Strange numéro 257. Maintenant, pour le deuxième costume, on va réveiller la phobie de plusieurs personnes, hein, ce qui est le serpent. Oh, j'ai la phobie des serpents, voilà, je vous le dis, voilà, et toi aussi je te le dis, j'ai la phobie des serpents, donc maintenant quand t'auras fini, tu vas me laisser, parce que j'ai le meilleur film du monde à les regarder, c'est Python. C'est que le python, c'est un serpent. Non mais du coup, il dirait serpent, quoi, ça me paraît logique, quoi. Toujours pareil. Du coup, c'est très simple, on va parler de l'histoire de la guerre des serpents. Lors de la guerre des serpents, plusieurs héros reçus des costumes ou des armures de la part de Tony Stark. Pour battre qu'une personne. Et cependant, et ses dignes, Spider-Man fut doté de ces armures, qui fut détruite plus tard sous l'ordre d'Odin. La spécificité de l'armure est un peu inconnue, mais on sait que c'était fait à Uru avec le métal asgardien. L'armure était dotée de 2 gants qui étaient utiles pour se battre, hein, voilà, hein, c'est pas pour se branler. Et il est apparu la première fois dans le Fear Itself numéro 7 en 2011. Et en plus, l'armure a l'air d'être cool, donc voilà. Et c'est bon, j'ai fini. Bon, ok, vas-y, c'est bon. Bon, là, on va parler d'un costume qui doit rester discret dans toutes circonstances. On va parler du costume furtif. Il a été conçu pour battre le Super Sonic et le Super Bouffon, hein. En gros, il déformait le son et la lumière autour de lui, en le rendant en gros invisible, hein, voilà, c'est des grands mots pour dire que c'est invisible. Et par la suite, il l'utilisa pour battre Ken, qui est un clone du Spider-Man avec d'autres couleurs, qui est apparu en 2011, dans The Amazing Spider-Man, le numéro 656. Et oui, c'est très court pour ce costume, bref, prochain perso. Alors le meilleur costume, hein, le costume le plus cheaté de tous les temps, hein, vraiment, quand je dis qu'il est cheaté, mais il est vraiment cheaté. En voulant aider son professeur à trouver une nouvelle source d'énergie, hein, bah Peter fut exposé à cette fameuse matière qui est l'unipouvoir. Alors Peter a acquis le pouvoir de Captain Univers, qui est une entité à part entière, et grâce à ça, il peut voler, hein, voilà, rien que ça, plus besoin de tirer une étoile, hein, il peut voler littéralement, il peut avoir une nuit accrue, envoyer des sortes de boules d'énergie qui peut raser un complexe d'immeubles entiers, et il peut avoir une vision accrue. Mais initialement, son uniforme n'évolue pas. Mais quand apparaît ça, Enigma, la créatrice de l'unipouvoir, l'avait doté de capacités, de son ancien costume et de son nouveau pouvoir. Et grâce à ce pouvoir, il put incinérer un robot avec la puissance d'une supernova. Voilà, une supernova, pour ceux qui savent pas ce que c'est ça.
Et non, mais c'est nul, mais pourquoi il est pas resté comme ça? Ça aurait été bien, attends, et oh. Et oui, c'est dommage, hein, mais bon, pour sa première apparition, c'est dans The Amazing Spider-Man, dans l'édition 329 en 1990. Et t'étais passé où, toi? Non, mais t'inquiète, j'étais en train de faire un petit truc. Ah ouais, bizarre quand même, mais bref. Et je crois qu'on a fini la vidéo, là, non? Hein? Non, mais attends, pause, il faut qu'on parle d'un petit truc là, les gars. Oh, vous savez que l'acteur de Spider-Man, ça aurait pu être Mysterio, le méchant. Oui, oui, je vous le dis, le méchant. Et le mec de Twilight, oui, oui, le mec de Twilight, pour toutes les meufs qui regardent les vidéos, hein, on vous voit venir, ça aurait pu être l'acteur principal. Et oui, 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 oui. Putain, le monde part en couille, hein. C'est pas une mauvaise idée, ça, hein, et dire des anecdotes de films comme ça. Et en plus, comme tu sais, moi, j'ai participé à quelques films hein, dans ma vie, voilà. Ah non, mais je m'en fous tellement que tu m'en... Oh non, non, ah ouais, merde, je suis déjà ici. Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Et pour ça, même s'il y a deux anecdotes, hein, voilà, hein, je vous le dis quand même, pour le premier Spider-Man, il y a eu un mort d'un ouvrier, et je vous conseille de voir le premier Spider-Man qui est assez bien. Et aussi, voilà, deuxième anecdote, donc une anecdote c'est incroyable, hein, c'est magique, c'est magique. Et du coup, pour les anecdotes qui sont dans la première anecdote, c'est magique, ouais, je sais, il y a eu plusieurs vols du costume de Spider-Man. Mais comme la prod est intelligente, hein, voilà, ils avaient prévu beaucoup de costumes de Spider-Man, donc en vrai, il n'y a pas eu de réel problème, hein, même si c'est un peu casse-couille de se faire voler des costumes. Et donc, pour l'anecdote numéro 2, c'est moi qui vais la dire. Oui, je suis passe-partout. Donc, vous savez que Sam Raimi s'est pas contenté de réaliser Spider-Man. Il s'est donc octroyé un rôle de figurant dans une de ses scènes, comme ça, il s'est dit bon, c'est mon film, hein, je vais me mettre dedans, dis donc. Vous voyez, si vous avez repéré, envoyez-nous des messages en commentaire. Est-ce que vous savez que Tom Holland n'a jamais le script, hein, ne connaît pas du tout le script de Spider-Man, hein, il connaît que ses parties à lui et rien d'autre, hein, parce qu'il poucave trop aux journalistes en fait, il parlait beaucoup trop en gros. Je vais vous dire exactement ce que les réalisateurs ont dit, hein. Holland n'avait que signe de dialogue, il ne savait même pas avec qui il jouait. Nous lui indiquons simplement quelques vagues informations pour lui décrire la situation, ce qui allait se passer dans la scène parce qu'il avait beaucoup de mal à garder sa langue, bref, ne confie pas un secret à Tom Holland. Bon bah vu que tout le monde triche, moi je vais aller sur internet du coup, hein, comme ça au moins voilà. Du coup mon anecdote c'est quoi? C'est très simple, avant de trouver le titre définitif des producteurs, on va successivement regarder et penser à Spider-Man No More, Spider-Man 2 Live et Spider-Man Unmasked. Pour revenir tout simplement à Spider-Man 2, et comme on a dit, les choses les plus simples sont tous les meilleures. Pour la dernière anecdote, c'est très simple, hein, voilà, sur 200 millions de dollars de budget, ils ont utilisé que 54 millions de dollars. Et en français, ça fait 47 millions de dollars en français. Voilà, je me répète encore une fois, je couperai ça. Ces 47 millions de dollars ont été utilisés pour les effets spéciaux, voilà, au revoir. Bon, t'as fini ta vidéo parce que voilà, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai d'autres tournages. Bon allez, salut, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bref, abonnez-vous, partagez, likez, blablabla, cassez pas les couilles.